Alors, je vais commencer par une question simple. C'est pourquoi vous faites du théâtre? Ah, on me l'avait dit. On me l'avait dit, la première question, ça sera pourquoi? C'est de la triche. C'est de la triche. Non, là, on a été... Je connais aussi la dernière question. C'est pas vrai. Oh, je suis scandalisé. Attention. Tout a été préparé. Non, mais on perd la spontanéité. Alors, vous savez, alors très bien. Alors voilà, j'ai eu le temps de réfléchir. Non, c'était dans la voiture il n'y a pas longtemps. Pourquoi le Deux théâtre? coupables possibles. Trois, ils étaient trois. En fait, le théâtre, la réponse, elle est très simple. Je suis allée au théâtre pour la première fois de ma vie avec ma maman, et c'était au TNP, et c'était une mise en scène de Roger Planchon. Donc je démarrais déjà très très fort. Ensuite, j'ai fait des études au collège Morel et au lycée Saint-Exupéry, et j'étais par le fait un petit peu systématiquement abonnée au TNP, au théâtre du 8e, et également au théâtre des Célestins. Donc je dois dire que toute ma scolarité, j'ai vu énormément de spectacles. J'ai même vu la première mise en scène de Chéreau, dont je me rappelle, qui s'appelait Massacre à Paris, qui était une splendeur. Et j'ai regardé la première partie, je suis partie à l'entracte parce que je trouvais qu'on ne voyait rien. Donc je suis partie, et je ne lui ai pas raconté, une fois que je l'ai rencontré plus tard, je ne lui ai pas raconté tout ça, bien sûr. Mais en fait, ma jeunesse, c'était Bernard Ballet, Marcel Maréchal, Roger Planchon et tous ces comédiens, et aussi tous les grands classiques au théâtre des Célestins. Donc j'allais au cinéma, mais j'allais au cinéma avec mes frères qui m'emmenaient voir des films de guerre. Il y avait si peu de rôles de femmes que c'est vraiment pas le cinéma qui m'a fait rêver. En fait, ce qui m'a fait rêver, c'était vraiment aller au théâtre et puis monter sur scène, en fait. Monter sur les planches, parce que j'avais le sentiment que la vie était 1000 fois plus excitante, plus profonde et plus véritable que ne l'était la vraie. Voilà, donc après, ça a pris beaucoup de temps pour arriver à en faire pour de vrai, mais c'est un rêve que j'ai eu assez petit, puisqu'en fait, vers 10 ans, j'étais pas comédienne à l'époque, j'étais metteur en scène, donc j'avais tout compris, et je mettais en scène des camarades dans des pièces de Molière, dans Les Précieuses Ridicules et Les Femmes Savantes. Voilà, j'avais 10 ans, donc voilà. Ça vous fait un point commun avec Orson Welles, dont je parlais hier soir, qui à 9 ans jouait le roi Lear. Ah ben voilà. Molière en France, Shakespeare aux États-Unis, c'est tout à fait cohérent. Jouer un personnage, je pense que c'est, je dirais, l'étreindre tout entier. Ça va dépendre évidemment du support où vous le jouez, donc si vous le jouez à la télévision, si vous le jouez au cinéma ou si vous le jouez au théâtre. Si vous le jouez au théâtre, ça veut dire que vous allez le jouer longtemps et surtout que vous allez avoir beaucoup de temps pour l'inventer. Moi, j'ai pas fait de théâtre privé, donc je viens du théâtre public. En général, c'est 2 mois de répétition. Si on est un petit peu en avance, on connaît le projet auparavant, donc ça permet toute une enquête. D'abord une enquête personnelle, profonde. Moi, j'ai commencé au théâtre avec Patrice Chéreau, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que tout d'un coup, c'est une exigence qui fait que moi, j'aime bien avoir une approche historique. Et puis, suivant les personnages, une approche qui sera soit médicale, soit psychologique, soit, comment on peut dire, ethnologique. Enfin, tout dépendra à chaque fois du personnage. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est enquêter le plus profondément possible pour devenir la meilleure avocate possible. Donc quand vous le répétez pendant 2 mois et que c'est quelqu'un avec lequel vous allez vivre de 14h à 24h, il est évident qu'il faut prospecter partout, chercher le plus possible et chercher vraiment à 360 degrés, ne rien s'interdire, ce qui n'est pas forcément possible à la télévision ou au cinéma parce que le temps simplement est plus court. Hein. Aussi parce que les gens du cinéma ont très souvent, enfin en France en tout cas, ont souvent peur des répétitions. Donc jouer un personnage, ça va être ça, ça va être prospecter, enquêter. Pour moi, c'est un travail de chercheur de toute façon, ce métier. Je pense qu'au CNRS, il devrait créer un département art dramatique. Et on devrait pouvoir chercher le plus possible, le plus loin possible. Alors après, vous allez répéter, puis vous allez jouer au théâtre. Évidemment, vous allez jouer longtemps. A priori, au théâtre public, c'est 2 mois de représentation minimum. Après, il peut y avoir des tournées. Mais pour nourrir ce personnage, le défendre et continuer de l'inventer tous les soirs, il est évident qu'il faut, pareil, avoir un background et puis des cartouches, des munitions qui soient le plus riches possible pour pouvoir
pas forcément inventer chaque soir, parce que ça, on n'en est pas toujours capable, mais en tout cas, donner la même intensité, inventer en fonction du partenaire et réinventer, et puis continuer à chercher, en fait, jusqu'à la dernière représentation. Est-ce que pour vous, un personnage se transforme considérablement à mesure des représentations? Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il se transforme, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il se transforme le plus possible en accord avec le metteur en scène. Donc l'idéal, c'est que le metteur en scène continue de suivre le travail. Et je sais que ça ne se fait plus forcément aujourd'hui, mais quand j'ai eu la chance de travailler avec Chéreau, c'est vrai qu'il était très présent. Il n'était pas forcément là tous les soirs, mais il repassait quand même régulièrement, histoire que certains comédiens ne décalent pas, ce qui peut quand même arriver. Histoire d'être d'accord avec les nouvelles propositions et voire vous en proposer de nouvelles. Bon, je parlais tout à l'heure de Deborah Warner, on va avoir le temps d'en reparler, mais quand on a joué Maison de Poupée au théâtre de l'Odéon, Deborah prenait l'Eurostar tous les vendredis soirs. Elle regardait le vendredi après-midi, elle regardait le spectacle le vendredi soir et nous avions le samedi après-midi toute une après-midi de notes qu'on pouvait risquer en direct live le samedi soir devant elle. Et puis le dimanche, elle ne regardait pas le spectacle, mais elle était dans le théâtre. Et on pouvait de nouveau parler avec elle de toutes les inventions qu'on avait envie de faire et de toutes les propositions qu'elle avait faites. Et puis elle repartait le mardi, le mercredi, le jeudi. On va dire, en gros, c'était pour nous, donc on pouvait tenter et proposer un peu tout ce qu'on voulait. Mais tout ça était quand même sous haute surveillance. Et je trouve que ça, c'est la plus belle des façons de travailler, franchement. À cet égard, comment vous envisagez le dialogue avec un metteur en scène? Alors, le dialogue avec le metteur en scène, je pense qu'il est, pour moi, ce qui est très important, parce que je peux donner mon accord sur soit une scène au cinéma, soit un petit rôle, soit un grand rôle, soit un premier rôle. Au théâtre, c'est pareil. Je pense que ce qui est déterminant pour moi, c'est le désir du metteur en scène. Le désir qu'il a, lui, de raconter cette histoire, de l'inventer, de la rêver en fait, quelle sera son urgence, quelles sont les raisons véritables pour lesquelles il a choisi ou cette pièce, ou voilà, les raisons pour lesquelles il m'a choisi moi, en général je ne les demande pas parce que je trouve ça toujours assez indécent, donc je me dis s'il me demande à moi c'est qu'il pense que je peux faire le boulot, et après le degré d'intimité, le degré de complicité, ça va dépendre beaucoup de ce que le metteur en scène aura envie de me donner. Moi évidemment à chaque fois j'ai envie que ça soit le plus intense possible, tout en sachant que ça peut durer le temps du travail et qu'après, je peux très bien ne plus jamais revoir la personne, puisque ce métier est quand même beaucoup comme ça aussi. Donc, je suis d'un tempérament fidèle, j'aime retrouver les gens. Quand on regarde mon CV, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui reviennent. J'aime bien ça. Je trouve que le risque immense, c'est quand on retrouve quelqu'un des années après et qu'en fait, on ne veut pas la décevoir. On a grandi, changé, travaillé avec d'autres gens. Cette personne a bougé aussi, et en fait on se retrouve et on a envie de se séduire de nouveau, finalement. C'est le plus dur, et je trouve que c'est le plus passionnant. J'avais pris des cours chez Florent. Florent a décidé de créer la classe libre. On avait deux professeurs qui étaient Huster et Pierre Roman. Avec Pierre Roman, on a fait un spectacle sur Tchekhov, et Chéreau est venu voir ce spectacle. Voilà, l'histoire commence là. Le spectacle a eu lieu à l'Espace Cardin au mois de juin, et en fait on joue 3 fois. À ce moment-là, Chéreau est à Bayreuth pour monter Wagner, le Ring. Et il fait un aller-retour en avion dans la journée parce qu'il a promis à Pierre Roman de venir voir son travail sur des apprentis comédiens. C'est la première fois que Pierre Roman, en fait, est professeur. Donc c'est ses débuts comme professeur. Voilà, et on a fait un montage de texte. Chéreau voit le spectacle, c'est fin juin. Et puis tout le monde part en vacances. Et quand je reviens au mois de septembre, j'ai sur mon répondeur le message d'un monsieur qui a l'air assez timide et plutôt embarrassé, qui me demande de le rappeler et qui me dit « Je m'appelle Patrice Chéreau ». Donc moi je crois à une blague évidemment, et j'appelle Pierre Roman et je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et Pierre me dit « Attends, redis-moi quand même le numéro de téléphone ». Alors je leur dis le numéro, il me dit « C'est vraiment Patrice, donc tu vas te dépêcher de l'appeler et tu vas te dépêcher de le rencontrer ». Voilà, donc je rencontre quelqu'un qui a pour projet de monter Peer Gynt, donc Ibsen, un spectacle de 8 heures avec Gérard de Sarthe.
et une pléiade de comédiens qui sont probablement les meilleurs de ces années-là. Donc il y a Henri Vielle-le-Jeu, Nada Stranka, Didier Sandre, des gens qui sont déjà disparus comme Benoît Régent, Roland Amstutz, et une pléiade de gens absolument magnifiques. Et il me propose dans ce spectacle d'incarner quelques, qu'est-ce qu'on peut dire, des silhouettes en fait. Hein. J'ai juste une scène sur 8 heures de temps, qui est une scène assez courte mais très violente, où il y a 3 femmes qui sont mi-femmes, mi-bêtes, qui rencontrent Per Gunt dans la montagne et qui s'apprêtent à le violer. Surtout moi. Voilà, et moi j'ai jamais joué, enfin je veux dire j'ai joué pour de faux, quoi, dans des cours, mais j'ai jamais joué avec des professionnels. Patrice me propose ce rôle, je lui dis oui tout de suite, il me dit mais vous n'avez pas lu la pièce, et je lui réponds c'est pas la peine, je dis oui tout de suite. Et puis je me retrouve à l'IRCAM avec ces 25 comédiens, et évidemment j'oublie la meilleure de tous, qui était Maria Cazares, qui jouait la mère de Gérard de Sarthe. Et donc on commence une lecture de la pièce avec tous ces gens, qui sont de très grands artistes et qui sont humainement aussi des pointures. Et je me retrouve à répéter et donc à devoir violer le fameux Gérard de Sarthe, qui n'était pas commode. Mais j'y suis parvenue. Et ce qui a été magnifique, c'est que l'approche de Chéreau était la suivante. Il y avait avec nous un dramaturge qui peut-être est déjà venu parmi vous, je ne sais pas, qui s'appelle François Regnault. Pas encore, il y en a. Voilà. Qui est un puits de science, je ne peux pas vous dire autrement, qui est aussi quelqu'un de très très timide, donc qui parle tout doucement pour dire des choses absolument magnifiques. Alors des choses sur Ibsen, des choses sur Per Gunt, des choses sur toute cette époque-là, sur ces années-là, sur ce qu'était le théâtre en Norvège, sur pourquoi Ibsen a écrit ce texte-là, qu'est-ce que c'est qu'être soi, qu'est-ce que c'est que cette interrogation métaphysique qui va revenir tout au long des 8 heures de spectacle. Et c'est vrai que pour avoir raté toutes ces écoles, mon école à moi, ça a été l'école du regard. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 1 an, j'ai eu la chance de pouvoir de voir répéter ces gens, parce que les répétitions, je pouvais venir quand je voulais. En fait, personne n'interdisait quoi que ce soit. Et donc, j'ai vu de 14h à 24h répéter sans relâche Maria Cazares et Gérard de Sarthe et tous ces grands comédiens. Et pour moi, c'était vraiment la plus belle des écoles, en fait. Je pense que j'étais sûrement destinée à être autodidacte, au fond, parce que dans une école, je me serais peut-être un peu endormie. Et tout d'un coup, d'apprendre avec tous ces gens-là, c'était la meilleure façon pour moi de voir ce que représentait ce métier, c'est-à-dire un engagement absolu, total, à la fois physique et spirituel, évidemment. Donc j'ai répété avec Chéreau, pas très longtemps, je répétais pas beaucoup, mais je sentais qu'à chaque fois que j'étais sur le plateau, il fallait que je sois exactement comme il me demandait, c'est-à-dire dans une très grande disponibilité et en même temps avec beaucoup de propositions. C'est-à-dire que avec cet homme-là, au théâtre comme au cinéma, il faut y aller dans le sens qu'il ne faut surtout pas avoir peur, il ne faut surtout pas être impressionné par lui parce qu'il ne supporte pas. Il faut beaucoup, beaucoup proposer pour qu'après, lui, il puisse choisir un petit peu ce qu'il veut. Voilà, et puis Patrice est parti vers d'autres aventures. Moi, je me suis retrouvée retournée au néant parce que bon, j'avais travaillé pendant 1 an, c'était le début des... j'avais des ascédiques qui étaient petites, mais bon, j'avais fait beaucoup de métiers pendant mes années d'apprentissage, mais là, j'étais devenue comédienne, on va dire, donc il fallait que je gagne ma vie comme ça. Et en fait, je connaissais personne, donc j'ai un peu lancé des SOS aux comédiens qui sont tous repartis sur d'autres aventures. Et puis j'avais écrit un metteur en scène qui s'appelle Bruno Bagnin qui m'a répondu, et l'histoire a commencé comme ça. Et en fait, j'ai retrouvé Patrice quand il a pris Nanterre, le théâtre des Amandiers. J'avais très très envie de faire l'école des Amandiers. Je voulais vraiment faire une école. Absolument obsessionnelle chez moi. Et Pierre Roman m'a dit, écoute, tu ne devrais pas présenter Nanterre parce que je pense que Chéreau pense à toi dans un petit rôle encore, dans les paravents. Il ne veut pas engager d'élèves, donc si tu présentes l'école, probablement tu seras prise, mais tu ne seras pas engagée comme comédienne. Pour moi, c'est un peu un retour en arrière. Alors, attends, le téléphone va sonner. Donc, j'ai attendu 6 mois. C'était long. Et puis, Patrice a appelé. Et effectivement, il m'a proposé le rôle d'une prostituée dans Les Paravents de Jean Genet. C'était une promotion par rapport à La Violeuse, donc. Une énorme promotion. C'était considérable.
Et j'enchaînais avec une mise en scène avec Pierre Roman, enfin mise en scène par Pierre Roman, Antonio Kreuger avec Didier Sandre. Et ensuite, grâce à Patrice Chéreau qui m'a présenté Luc Bondy, dont c'était le premier spectacle à Nanterre, j'ai joué dans Terre étrangère, où j'ai rencontré Michel Piccoli. Voilà. Après, j'ai retrouvé Chéreau qui voulait faire du cinéma et qui a essayé pendant 5 ans de monter ce projet de La Reine Margot. Et je dois dire qu'il a eu un courage inouï parce que pendant ces 5 années, tout le monde l'a laissé tomber, il a bien cru qu'il n'y arriverait jamais. Puis finalement, il y est parvenu. On s'est retrouvés sur Ceux qui m'aiment prendront le train. Et puis on s'est retrouvés il y a peu de temps sur La douleur. Voilà. Vous avez entre-temps quand même joué Phèdre avec lui. Ah oui, je l'ai oublié. Accessoirement, dont on a vu quelques extraits tout à l'heure. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce qui vous plaît dans la manière de travailler avec Chéreau? Mais ce qui me plaît d'abord, c'est son exigence à lui, qui n'a pas failli avec les années, c'est-à-dire qu'il est peut-être même encore plus exigeant qu'il n'était il y a quelques années. J'aime son perfectionnisme, j'aime quand il s'approche d'une chose et qu'il connaît tout à la fois sur l'auteur, sur les personnages, sur l'époque, sur toutes les autres mises en scène qui ont eu lieu quand par exemple on s'approche de Phèdre. Une des premières lectures qu'il nous a fait faire, c'est de lire Phèdre par tous les auteurs classiques grecs, et notamment la pièce Hippolyte. Et ça, c'était assez magnifique de commencer par les tout débuts de l'histoire de Phèdre. Et puis, dans les répétitions, je pense que c'est quelqu'un qui sait très très bien regarder les êtres. Je ne dirais pas qu'il les saigne, parce que sa méthode n'a rien de barbare, mais il a une façon d'en extraire la pulpe et le meilleur, si vous voulez, avec beaucoup de délicatesse et en même temps beaucoup de volonté, c'est-à-dire qu'il ne renonce jamais. Et j'apprécie beaucoup cette intransigeance aussi, je dois dire. Voilà. Au cinéma, c'est pareil, il a la même exigence. Sur Margot et sur Ceux qui m'aiment, il n'a pas fait de répétition parce qu'en fait, les acteurs de cinéma ont toujours peur des répétitions. C'est vraiment dommage. Sur La Reine Margot, ils ont tous eu peur. Donc Adjani, Auteuil, je crois qu'il y a Canglade qui était d'accord pour les répétitions. Alors on a fait des lectures à la table qui étaient quand même une façon d'apprendre à se regarder, d'apprendre à se tutoyer aussi, tout bêtement, à se toucher. Parce que ce qu'ils nous demandaient sur La Reine Margot, c'était quand même haut de gamme, quoi. C'était presque comme du Shakespeare, donc il fallait pas perdre de temps à s'approcher les uns les autres. Donc moi j'étais d'accord pour ces répétitions-là qui n'ont pas eu lieu, mais quand même il y a eu des lectures à 2, à 3, à 4, où on a pu s'approcher les uns les autres et obtenir comme ça un travail beaucoup plus profond. Mon approche a été de beaucoup voir ce qui s'était passé dans l'Antiquité, notamment cette pièce dont on n'a retrouvé que quelques fragments, la toute première fois, où la pièce avait fait scandale parce que Phèdre y déclarait son amour pour Hippolyte. Donc cette scène a véritablement déjà existé, il n'y en a plus aucune trace. Peut-être qu'un jour on la trouvera, moi ça me fait rêver, je me dis toujours que peut-être un jour on retrouvera cette chose. En tout cas en attendant on ne l'a pas, et à l'époque ça avait fait scandale déjà, ça n'avait pas plu du tout. Et puis après il y a eu une approche qui était le XVIIe siècle, le jansénisme et tout ce qui pouvait se passer dans ces années-là. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur un livre absolument extraordinaire où était commentée et expliquée chaque mise en scène de Phèdre en France depuis la création du rôle. Et là, il y avait un résumé des mises en scène et il y avait aussi un résumé des critiques. Et il y avait expliqué comment chaque femme avait abordé le personnage de Phèdre. Et ce qui m'a paru intéressant déjà, c'est que le rôle avait été créé par la Champmeslé et Racine, et puis il s'est trouvé au Théâtre Français assez vite, et de ce fait-là, on l'a figé dans un personnage déjà de reine, hein, une monarque, une majesté, ce qui m'a pas paru forcément être le plus intéressant chez elle. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est dans l'interprétation de Maria Casares. Une grande critique était faite, notamment par Roland Barthes, qui lui reprochait de ne pas avoir assez connecté, on dirait de nos jours, son personnage de Phèdre au dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il lui manquait toute une dimension mystique, on dirait, une dimension spirituelle. Et Roland Barthes était vraiment très dur avec Casares. Et je me suis dit que ça pouvait être une piste extrêmement intéressante, parce qu'au fond,
entre l'Antiquité et le XVIIe siècle, ce qu'il pouvait y avoir de commun et de très très fort, c'était certainement la présence de Dieu, des dieux, le Dieu, mais tous les dieux majuscules. Or, Phèdre s'adresse aux dieux extrêmement souvent. Donc ça a commencé comme ça a été un travail pendant 1 an de méditation et d'approche, d'apprendre le texte aussi. Bon, mais ça va de soi avec Patrice. Savoir le texte dès le premier jour, ça c'est l'école de la Schaubühne, dont vous avez dû entendre parler. Dire que les Allemands, ils répètent dès 8 h du matin, texte su et en costume, c'est pas tellement ce qui se fait chez nous. Mais en tout cas, Patrice a beaucoup insisté pour que le texte soit su. Donc on a commencé par des lectures. En fait, on était tous extrêmement intimidés par l'Alexandrin. Et ça nous donnait un peu des airs, comment dire, oui, on n'était pas à l'aise, quoi. Et Chéreau nous a dit que la première chose à faire dans ce travail d'approche, c'était évidemment de tordre le cou à l'Alexandrin, de lui faire rendre grâce d'une espèce de manière, c'est-à-dire de ne jamais se laisser prendre par cette musique si belle, et aussi cette façon de respirer qui fait qu'au fond, au bout d'un moment, on joue tous pareil. Donc le personnage de Phèdre, moi, il m'a paru très, comment dire, enfermé dans cette chose qu'est la comédie française, déjà. Peu de femmes l'ont interprétée à l'extérieur, en tout cas. Et j'avais l'impression qu'il fallait vraiment la dépoussiérer et la débroussailler d'une espèce de manière, c'est-à-dire la rendre très, très, très moderne et très proche de nous. Chéreau a pensé à un moment que les costumes pourraient être des costumes inspirés de la peinture de Caravage, donc très 17e. Et puis tout d'un coup, il a eu envie de costumes tout à fait contemporains dans le décor de Berthier, que vous avez vu. Et c'est vrai que ça nous a aidés aussi, c'est-à-dire le fait de restituer ce texte de façon très moderne, très contemporaine finalement, et très directe en fait. Donc moi je l'ai abordé comme ça, en me disant que ce qui me frappait moi dans la lecture de ce texte, c'était bien évidemment son amour fou pour Hippolyte. Je crois que le choix d'Éric Ruff de la part de Chéreau était extrêmement intelligent, parce qu'Hippolyte est souvent joué par un très très jeune homme. Moi je l'ai souvent vu joué par des garçons de 16-17 ans, qui n'ont aucune maturité de jeu, donc qui sont complètement débordés et dépassés par tout ce qu'ils ont à dire de texte, qui sont souvent des jeunes hommes très intimidés, plutôt mal à l'aise, donc a priori qui ne font pas forcément rêver, alors que Mademoiselle, si vous avez des contradictions, vous poserez les questions tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors qu'Éric, bon, il vient du français, mais c'était pas ça forcément qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est que c'est l'image d'un homme qui peut faire 25 ans sur scène. En fait, il avait 30 ans. Mais il peut faire aussi beaucoup plus jeune. Et du fait qu'il est tout français et qu'il a joué beaucoup de choses énormément déjà, il avait cette maturité qui manque et qui manquait à tous les Hippolytes que j'avais vus. Donc c'est vrai que tout d'un coup, les gens voyaient le spectacle, ils entendaient le texte d'Hippolyte, peut-être même pour la première fois, et surtout ils voyaient cet homme, Éric, enfin ce jeune homme, mais qui était très beau et qui avait un charisme fou, à la fois un charisme de personnel, je dirais, de charme, mais où le personnage aussi devenait extrêmement émouvant, partagé entre Aricie et Phèdre. J'ai eu une grande joie et tout de suite la peur est arrivée, bien sûr, la peur a été beaucoup plus importante, parce que ce qu'on se dit, c'est peut-être ce que vous voulez dire, c'est comment moi je vais pouvoir réinventer ce rôle, c'est ça? Oui. Oui, ça je me le suis dit jusqu'au jour de la première inclus. Il n'y a pas de problème. Parce que ce rôle a été joué par les plus grandes, les plus connues, joué dans le monde entier, parce que le personnage de Phèdre existe dans les cultures du monde entier, il existe aussi en Chine, il existe en Afrique, enfin c'est étonnant ce personnage. Donc vous vous dites, pourquoi moi? Évidemment, ça je ne l'ai pas demandé à Chéreau, parce que avec lui c'est pas la peine de poser la question. Et je me suis dit surtout, qu'est-ce que moi je peux... Alors je sais que la seule chose que je peux faire concrètement, c'est que pendant 1 an je peux bosser là-dessus. Je le sais, parce que je ne vais rien faire d'autre que de m'occuper de ça. C'était ma chance, si vous voulez. Et puis je me suis dit, le premier jour des répétitions, il faut... alors là, il faut se poser plus aucune question, il faut foncer. De toute façon, avec Chéreau, il n'y a pas le temps pour les questions. À partir du moment où vous êtes sur le plateau avec lui, il faut y aller, quoi. Donc on peut demander 2-3 choses pendant des lectures, évidemment, parce qu'à ce moment-là, le dialogue est très très ouvert. Et c'est lui qui parle beaucoup. Mais une fois qu'on se retrouve sur le plateau, il ne parle plus du tout, et c'est à vous d'y aller.
Donc là, on peut pas... Enfin, moi, je déteste les gens qui discutent pendant les répétitions, pardon. Hein. Mais j'aime mieux montrer, j'aime mieux faire, et puis après, on trie, on prend pas. Mais toutes les discussions, et au cinéma, c'est pareil, je préfère toujours qu'elles aient lieu avant, en fait. Pendant la préparation du rôle. Si on tombe pas d'accord, moi, je n'y vais pas. Je me retire de l'aventure. Je dis, bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes envies, donc vaut mieux pas y aller. Au théâtre, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé au cinéma. Ce qu'il faut quand on joue un rôle comme ça, surtout si longtemps, c'est beaucoup s'isoler et beaucoup se protéger, ce que probablement je n'ai pas su faire, mais bien se protéger par rapport au monde extérieur, quoi. De toute façon, vous dormez avec votre texte, vous rêvez de ça, vous êtes avec ça le matin au café, et votre texte vous habite toute la journée, plus toutes les italiennes que vous faites. Parce que l'alexandrin, il y avait plein de raisons d'avoir peur pour Phèdre, elles sont nombreuses et je vais certainement en oublier. Mais ce qui était pour moi un trac terrible, c'est que justement c'était un alexandrin. Je n'avais pas fait d'école, donc j'étais très complexée par rapport à ça. Je me sentais très autodidacte, mais je me disais, est-ce que je vais y arriver ? Ne venant pas justement d'univers d'école. Ce qui était aussi très dur, c'était le fait de savoir qu'on jouait dans ce que vous avez vu là, mais qui est très très effrayant en vrai, c'est-à-dire dans ce dispositif bifrontal, où en fait les premiers spectateurs étaient à 30 cm de nous. Voilà, et les autres beaucoup plus loin évidemment. Donc il faut atteindre près, il faut atteindre loin. Donc l'alarme sera vue de près, mais elle ne sera pas vue de loin. Donc il faut faire autre chose, que l'alarme ne suffira pas. Et puis, moi j'arrive au théâtre toujours très très tôt, parce que je suis extrêmement inquiète. Donc si je ne suis pas dans ma loge, je suis dans le quartier, je suis en face du théâtre de toute façon. Après, dans le théâtre, j'ai des rituels qui vont dépendre des rôles que je joue. Là, en ce moment, je joue la douleur, donc évidemment, je suis avec le texte toute la journée. Mais j'ai une vie familiale, si vous voulez, privée, qui reste possible parce que je ne joue pas tous les soirs. Je suis en tournée. Donc je pars 3 jours, je joue 3 soirs. Quand je reviens, je laisse tomber la douleur, vraiment. Et puis quand je m'y remets complètement. Donc ce que je fais dans la loge, c'est, je me rappelle que pour Phèdre, je lisais beaucoup de textes, on m'avait fait lire des textes de Nietzsche absolument magnifiques, donc je lisais ça. Je lisais d'autres textes de Racine. Je lis en fait beaucoup de choses pour m'inspirer le plus possible en étant sur place. Je dis bonjour à tout le monde, hein, je ne suis pas non plus une sauvage. Je fais 3 brins de conversation, puis après les gens savent en gros qu'ils vont me foutre la paix. Donc je suis dans mon terrier et je suis extrêmement isolée. Après je descends sur le plateau, en général une demi-heure avant. Et puis je vais sur le plateau. Alors là, il y avait un rituel qui était assez joli parce que Eric et Michel commençaient la pièce. Donc eux, ils descendaient sur le plateau, ils fumaient une cigarette et puis ensuite ils se faisaient la voix avec tout un tas d'exercices qu'ils avaient dû apprendre aux Français d'ailleurs. J'étais très très jalouse, mais je ne connaissais pas ces fameux exercices. Et puis ensuite, ils remontaient et c'était moi qui descendais. On avait un peu chacun notre moment, quoi. Donc je vérifiais les accessoires, les costumes, ça sert absolument à rien parce qu'il y a des gens qui font ça merveilleusement bien. Mais moi, ça me calmait. Et puis ensuite, je me mettais derrière le décor et puis je me préparais pour rentrer en scène. Évidemment, la scène la plus dure de Phèdre, vous la connaissez toutes et tous, c'est la scène d'entrée, quoi, bien sûr. Donc Chéreau avait coupé 2 malheureux vers, ce qui lui a évidemment été beaucoup reproché. Moi j'étais contente parce que j'en pouvais plus de ces vers-là. Les voiles, les ornements, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'était coupé. Que tous ces voiles me pèsent. Exact. Ouais. Que Chéreau a transformé en que tout cela me pèse. Exactement. Et ce qu'on vous a reproché jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin. Ouais. Alors, vous, juste avant, pour rester sur Phèdre, vous disiez se protéger. Se protéger de quoi exact, pour être précis, je devine, mais pour mettre des mots. Se protéger, c'est-à-dire inutile de passer des heures au téléphone, ne fréquenter que des gens positifs, que les gens qui auront aimé le spectacle, éviter tous les gens qui vont vous démolir la tête, et ils sont nombreux, il y en a toujours, et puis fréquenter que des gens qui peuvent comprendre, je dirais, l'enjeu que c'est de jouer tous les soirs une tragédie, 6 soirs par semaine, quoi. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce métier mais qui comprennent tout à fait, puis il y a des gens qui ne comprendront jamais. Donc se protéger aussi par rapport au milieu, par rapport au métier, par rapport aux critiques qui sont venues. Alors les critiques, je ne les lis jamais.
Cazares m'avait donné son truc, elle m'avait dit, moi je prends le paquet à la fin des représentations, je le mets au cabinet et je le lis quand j'y suis. Bon, moi je trouve que c'est pas la peine. Donc les mauvaises critiques, de toute façon, il y a toujours des gens pour vous prévenir, malheureusement. Il y aura toujours une bonne âme pour vous dire, oh, quel dommage qu'on ait écrit ça. Voilà. Donc de toute façon, ça vous parvient. Et les bonnes vous parviennent aussi. Donc moi, je les lis au cinéma, mais au théâtre, je ne lis pas. Parce que je sais que je suis beaucoup trop fragile, beaucoup trop vulnérable. J'ai eu cette expérience-là, par exemple, sur Wojciech, ça m'a traumatisée, donc maintenant, je ne les lis plus. Voilà, ils le savent. Ben, il y a deux choses. La première chose, c'est quand vous arrêtez le rôle et que vous l'abandonnez. Alors ça, moi, ça a toujours été, je ne crois pas que ça va changer, c'est un chagrin, parce que tout d'un coup, il y a un sentiment de solitude qui est terrible, et que, à moins d'enchaîner tout de suite, vous vous retrouvez chez vous, tous les soirs, avec ce texte-là, qui surgit tous les soirs, de toute façon, parce que c'est presque un automatisme. Donc ça, c'est quand même, c'est des heures assez délicates. Maintenant, le fait que d'autres comédiennes s'emparent du rôle, oui, évidemment, ça vous serre le cœur de minute, mais je trouve que ça, c'est plutôt joyeux, parce que c'est une chose qui n'existe pas au cinéma. Cette espèce de relais absolument extraordinaire entre les comédiennes ou les comédiens. Et moi, j'avais dit dans un article au Monde, mais je maintiens ma proposition, que j'avais toute une bibliothèque pour faire, parce qu'en fait, j'achète pas mal de bouquins, donc j'avais, bon, maintenant il y a Internet, mais... Donc j'avais un stock, en fait, de choses sur Racine, que j'ai toujours, et sur Phèdre. Et qu'au fond, l'idéal, ce serait d'avoir un endroit où on pourrait déposer ça une fois qu'on l'a joué. C'est-à-dire que moi, en fait, mon rêve maintenant, ça serait justement de transmettre et de faire passer tous ces bouquins-là à la prochaine comédienne sur Paris qui jouera Phèdre. J'aimerais bien. Pour moi, c'est une... Enfin, ce métier devrait se passer comme ça. C'est ce que je ressens. Mais je vais prendre un exemple très concret, ça sera Phèdre. Il est évident que le jour où Patrice a décidé de mettre ses poursuites, qui nous cueillaient comme ça au sortir des coulisses, ça a été, comment on peut dire, un coup de... Enfin, ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment comme une nouvelle naissance, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'y suis sentie particulièrement bien. Pourtant, Phèdre ne rêve que d'une chose, c'est de mourir et d'être dans l'obscurité. Mais tout d'un coup, d'avoir ces rayons comme ça qui nous balayaient, qui nous prenaient, pas qui nous violaient, mais enfin qui nous sortaient de l'obscurité, qui nous arrachaient, voilà, de l'obscurité. Non, c'était magnifique, vraiment. Ça, pour moi, c'est une lumière réussie. Lumière réussie, je pense que c'est une lumière qui trahira jamais la mise en scène et qui montrera le comédien au summum de sa beauté. Je parle de la beauté intérieure, évidemment. Au summum de son interprétation, quoi, de son talent. Que surtout, il n'y ait pas de trahison. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Moi, je trouve que oui, mais je ne suis pas metteur en scène. Mais si ça m'arrivait, je pense que j'aimerais avoir le partenaire plus tôt. Ça n'arrive pas souvent pour des raisons budgétaires, hein, je pense. Mais quand j'ai répété Terre étrangère avec Luc Bondy, par exemple, qui arrivait de la Schaubühne de Berlin, je sais que l'éclairagiste était là, le décorateur était là, dès la première lecture. Hein. Et on avait un stock de costumes à Nanterre, costumes d'époque qui étaient arrivés en direct de Vienne. Et le costumier était présent, et il nous a demandé d'aller choisir ce qu'on pensait qu'était le costume du personnage. Et on a commencé à répéter, on était dans le décor et dans des lumières de répétition qui étaient en fait des lumières de création. C'est des conditions de travail extraordinaires, mais je pense que c'est très onéreux. Mais les Allemands font comme ça. Ça apporterait beaucoup aux comédiens. Ben oui, évidemment. De toute façon, plus on est tous ensemble, réunis dès le départ, plus le travail est passionnant. Parce qu'au théâtre, ce qui est bien, c'est que c'est le travail d'équipe. C'est ça qui est admirable aussi. J'aimerais que vous nous parliez de la douleur, voilà, de ce travail actuel qui vous habite vraiment, qui est un spectacle que moi j'avais vu aux Amandiers, que j'ai revu à la Croix-Rousse ici, et qui est extrêmement marquant, saisissant, dont tout le monde ressort en étant dans le silence, effectivement, et assez estomaqué. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que cette aventure-là pour vous? Alors, l'aventure, c'était donc au départ une lecture à deux. L'histoire, je vous la situe très vite. Marguerite Duras, en avril 1945, attend chez elle, dans son appartement, le retour de son mari, qui s'appelle Robert Antelme, qui est un très grand intellectuel, qui a été déporté à Dachau.
Elle l'attend pendant 1 mois. Elle ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. Elle l'aime tellement qu'elle irait jusqu'à mourir elle-même. Elle est prête même à se suicider. Donc elle traverse tous les états à la fois d'allégresse et en même temps de désespoir et de détresse profond. Elle est en compagnie d'un homme qu'elle épousera beaucoup plus tard, mais ça dans le spectacle on ne le raconte pas, en compagnie d'un ami qui s'appelle D. Donc quand j'ai fait la lecture avec Chéreau, Chéreau lisait D et moi je lisais M. Et puis au bout de 4 ou 5 lectures, il m'est apparu très clair que cette histoire, c'était l'histoire d'une femme qui attend seule chez elle. Et donc j'ai dit à Chéreau, je vais te demander une chose et je te demande de ne pas me répondre, je voudrais que tu prennes le temps de réfléchir, est-ce que tu accepterais de me mettre en scène dans une chose pareille, sachant que Duras ne fait pas forcément partie de ton univers et que tu n'as jamais mis en scène de monologue, donc peut-être qu'éventuellement ça peut t'intéresser. Voilà. Et donc j'ai passé 3 jours à attendre, mais le mail est arrivé et la nouvelle était bonne, il a dit oui, à la condition qu'on travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Thierry Nyang, qui est également danseur. Et donc mes premières répétitions ont eu lieu avec Patrice seul, on était tous les deux, dans la manufacture des œillets, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu à Paris, qui est un immense entrepôt absolument magnifique. Et Chéreau m'a demandé, contre toute attente, parce que ça ne lui ressemblait pas du tout, il m'a demandé d'improviser. Il m'a dit, en fait, je change de méthode et je te demande d'improviser sur le thème de l'attente. Voilà. Et il avait son téléphone portable et en fait, il me photographiait. Je ne parlais pas et ça a duré de longues heures. C'était tout à fait étonnant. On aurait dû faire un film d'ailleurs. C'était impressionnant. On a recommencé le lendemain, on a fait ça 3 après-midi. Et puis à la rentrée, on a commencé véritablement à répéter avec le texte. Entre-temps, au mois de juillet, je m'étais retrouvée toujours chez lui pour répéter. Et il s'était rendu compte que j'avais d'énormes difficultés à mémoriser Duras. Parce que curieusement, avec le recul, Racine, au fond, est plus simple à mémoriser que ne l'est Duras. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Duras, avec toutes ses circonvolutions et ses redondances et ses concordances des temps et ses changements et sa ponctuation, ben c'est extrêmement dur, quoi. Donc j'ai travaillé avec quelqu'un pendant longtemps et début octobre, je savais le texte. J'ai répété avec eux, tous les deux, sachant que Thierry était très en retrait et Patrice était plutôt près de moi, à me diriger comme ça, presque à la main. Et puis ensuite, on est parti une semaine à Gironne, dans un tout petit théâtre de 300 places, où on a répété toutes les après-midi, tous les 3, pareil, avec juste une personne qui était là pour la lumière, et qui exécutait les ordres que donnait Chéreau. Et nous étions donc à Gironne en catalan. Donc il y avait un panneau qui surtitrait absolument tout le texte, et on a fait la première à Gironne, là-bas. Ça s'est merveilleusement bien passé, les Catalans en général sont bilingues. On est arrivé ensuite à Nanterre pour jouer 15 jours. Entre-temps, je l'avais joué à Saint-Quentin-en-Yvelines devant une salle de 1200 personnes, donc je ne vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, parce que c'est comme Bercy, quoi. C'est un truc absolument incroyable, on est toute seule sur scène. Moi, je ne voulais pas de décor parce que mon idée, c'était de voyager beaucoup avec ce spectacle et longtemps. Donc, j'arrive dans un théâtre, je demande une table, j'ai besoin de 7 chaises. Les costumes que j'ai, c'est des costumes de rôle anciens que j'ai eus, donc quasiment, enfin, la très grande simplicité. Et puis, il y a quelqu'un qui est avec moi pour la lumière et pour la régie. Donc, j'ai joué devant ces 1200 personnes, on a fait Nanterre, et puis, la rumeur s'est répandue. Donc, j'ai fait une tournée de 4 mois en province. Et puis, ça s'est su. Et on m'a demandé de jouer au Brésil. Au Brésil, c'était l'année de la France, cette année. Donc, j'ai joué dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, pendant une semaine. Et ensuite, j'ai joué à Sao Paulo. Et puis, je me suis retrouvée invitée dans un théâtre privé, ce qui n'est a priori pas ma partie ni mon choix. C'était le théâtre de l'Atelier, donc j'ai pas pu dire non, parce que je me suis dit, c'est un théâtre tellement beau. C'est Charles Dulin, c'est tous ces gens-là. C'est Jouvet aussi, c'est Sarah Bernard, c'est tout ça. Donc j'ai dit oui, j'ai joué 1 mois. Je suis repartie en tournée. Là, le week-end dernier, on a joué à Rome. Et puis on tourne jusqu'à début avril. On va aussi à Madrid, à Lisbonne. Et mon idée, c'est de reprendre le spectacle dans 2 ans, peut-être au Japon, je ne sais pas. Et puis à nouveau dans 4-5 ans. Enfin, d'avoir toujours ça avec moi et de vieillir avec ce texte qui est certainement un des plus beaux textes de tragédie qui soit. C'est-à-dire qu'en fait, elle est une grande romancière, elle a failli avoir le prix Nobel, mais je pense qu'avec ce texte qui n'est pas écrit pour le théâtre, on découvre qu'en fait, elle est un grand auteur tragique, ce qui est incroyable. Voilà, c'est paru en folio, donc évidemment, je vous le recommande, ça se lit très vite. Et il faut lire aussi
le livre de Robert Antelme, qui est le livre que moi je lis dans la loge avant de jouer, qui s'appelle Merci beaucoup, et qui a été publié en 1947, qui est le premier témoignage qui est paru sur les camps de concentration, et qui est un livre absolument, enfin vous le lire à petite dose, puisque c'est vraiment un livre très violent et remarquablement écrit. Voilà, donc cette douleur finalement, qui devait n'être qu'une petite lecture, se retrouve avec une grande tournée. C'est plutôt gai. La Seconde Guerre mondiale est une période qui, moi, me bouleverse pour plein de raisons personnelles que je ne peux pas forcément expliquer ici. Je pense que c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai toujours été frappée de la façon dont, en terminale, ma fille ou d'autres voient la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que vraiment, ils zappent dessus, particulièrement sur la barbarie nazie. Donc c'est un texte qui m'a parlé très vite, mais c'est surtout un texte qui parle, et c'est ce qui me bouleverse, de la résistance au chagrin, au temps, à la mort, justement à la barbarie, à l'horreur. Et c'est aussi un des plus beaux textes d'amour qui soit. Franchement, je ne connais pas plus beau que ça. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Ce fut bref mais intense. Non, mais c'est ce qui m'a plu aussi, et je crois la raison pour laquelle Chéreau a dit oui, c'est qu'effectivement, il n'avait jamais mis en scène de monologue, mais aussi que c'était justement un texte qui n'était pas pour le théâtre. Et le pari, en somme, pour nous, ce qui était passionnant, c'était de donner corps et chair et vie à ce texte, qui est un texte qui est fait pour être lu. Donc le pari était bien plus difficile que si ça avait été le monologue d'une dame, vous voyez, comme la voix humaine et Cocteau, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Et puis, bon, bah, Duras, moi j'aimais bien, mais je dois dire que je n'étais pas une durasophile. Là, ce qui est incroyable, c'est que ce texte résiste énormément au temps, puisque là, ça fait 120 fois que je l'ai joué. Je vais recommencer début février, et je peux vous dire qu'à chaque fois que je suis sur scène, parce que quand le public rentre, je suis sur scène de 20h à 20h30. Donc le spectacle a déjà commencé pour moi. Et à chaque fois, c'est le même éblouissement, quoi. C'est le même bonheur de retrouver ce texte qui résiste à toutes les représentations, et qui en même temps paraît de nouveau vierge, de nouveau riche de toutes sortes de possibilités. Ça, c'est magnifique. Ben, en fait, l'instinct de la lecture, quand vous allez lire la première fois une pièce et que vous vous dites c'est pour vous, je pense que vous avez une intuition par rapport à votre personnage. Vous en avez une par rapport aux autres personnages, vous en avez une par rapport à la pièce. C'est quelque chose de très intime que vous n'allez pas forcément... mais vous l'avez. Je suis sûre que vous l'avez déjà eu. Voilà. Après, vous vous retrouvez aux lectures. Alors, c'est vrai, bon, Vitesse ne faisait pas de lecture du tout, par exemple, mais ceux que j'ai connus qui en faisaient, les lectures, c'est fait pour quoi? C'est fait pour apprendre à se regarder dans les yeux, déjà, parce que les gens n'osent pas, se dire le texte en même temps qu'on se le dit, on se regarde, on se regarde, on se le dit. On peut déjà tenter des choses au niveau du jeu, que Chéreau propose petit à petit, mais les lectures, surtout, moi, je trouve, c'est fait pour dire « je n'y comprends rien ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, et je ne sais pas qui est cette personne, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette nourrice et nonne, et quel est son passé, et qu'est-ce que ça me raconte, etc. C'est-à-dire que les lectures, c'est vraiment fait pour poser les questions. Et là, il ne faut absolument pas avoir le sens du ridicule, les questions, il faut les poser toutes. Moi, au début, sur Pergunes, évidemment, j'ai rien dit, mais sur Phèdre, au niveau des questions, je peux vous dire que j'y suis allée. Parce que je savais très bien que c'était là qu'était le danger. Si on voulait faire quelque chose de nouveau avec Patrice, il fallait très bien qu'on sache tout ce qui avait été fait auparavant. Il fallait qu'on sache où on allait. Donc il ne s'agissait pas qu'il y ait le moindre mot dans le moindre vers que je ne comprenne pas. Donc on a passé, je ne sais pas, une semaine, 10 jours à table. Et il y avait Michel Marquet qui a fait le rôle des nonnes, qui est tombé malade, qui a été remplacé par Christiane Coendi. Et avec Michel, on se connaissait. Donc au niveau du jeu, on savait qu'on pouvait déjà y aller, on pouvait se lâcher. Donc on a commencé à se regarder. Patrice nous a demandé de dire « Ah bah tiens, on pourrait peut-être tenter un peu comme ça ». Alors on dit 2-3 alexandrins, on se regarde et puis on se parle déjà, puis on s'écoute. Et je pense que la principale qualité du métier de comédien et de comédienne, il n'y en a qu'une, c'est l'écoute, bien évidemment, et au cinéma c'est pareil. C'est-à-dire c'est l'oreille. Piccoli me l'avait dit, mais je l'ai constaté, et vous le constaterez vous aussi, que moi quand je suis au théâtre, je ne vais pas regarder la personne qui parle, je l'entends, je vais regarder la personne qui écoute. Et c'est la personne qui écoute qui va me dire si ce comédien est génial ou pas du tout.
Parfois, je ne regarde qu'une seule personne qui écoute pendant tout un spectacle, parce qu'elle est tellement juste, elle est tellement dedans, elle est tellement dans l'essence même de la pièce que c'est elle qui me passionne, quoi. Donc, au cinéma, on décide pour moi, parce qu'il y a des gros plans, les rôles secondaires, c'est des plans américains, les petits rôles, c'est des panoramiques, etc. Ça m'emmerde. Au théâtre, je peux faire, moi, toute seule, mon propre montage, donc je le fais. Et la personne qui va me passionner, c'est celle qui écoute, c'est sûr. En écoutant, vous faites déjà, je ne sais pas, la moitié du rôle déjà, juste dans l'écoute. Alors en fait, je ne peux que vous dire un aphorisme de René Char que vous connaissez peut-être, mais qui est infiniment précieux et qui guide toutes mes jours et mes nuits. Ça commence comme ça. Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque, virgule, à te regarder, virgule, ils, entre guillemets, s'habitueront.